Bonjour. Alors, je vais vous parler de Je vais vous parler de Flexbox. Flexbox. Je m'appelle Raphaël, je suis alsacien. J'ai créé Alsa Création, la communauté, il y a quelques années maintenant. Donc, c'est une communauté d'apprentissage sur tout ce qui est standard, HTML, CSS, tout ça, qui est devenue une petite agence web par la suite. Et j'aime bien CSS. Voilà. Et puis accessoirement, si ça intéresse quelqu'un, je suis en train de terminer un bouquin qui parle de Flexbox. On m'a dit qu'il était vachement bien. Alors, Flexbox. Est-ce qu'il y en a ici qui ne savent pas du tout ce que c'est que Flexbox? Voilà. Environ autant que toi, en fait, Étienne, à peu près 4000. Hein. Est-ce que... allons, poussons jusqu'au bout. Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est CSS? Ok, d'accord. Très bien. Alors, Flexbox, c'est du CSS. Flexbox, c'est un mot-clé qu'on retrouve en fait dans plein de trucs, finalement. J'ai fait une petite recherche rapidement sur mon moteur de recherche Bing. Et on trouve plein de résultats pour Flexbox. Donc, faut pas se tromper. Flexbox, c'est une spécification du W3C CSS. Voilà. Alors, on va commencer par ce que c'est faire Flexbox. À quoi ça sert, en fait? C'est un module de positionnement, déjà. Flexbox va permettre, globalement, de répondre à la plupart des gros problèmes qu'on a actuellement en CSS, c'est-à-dire tous, par 4 moyens. Par la gestion de la distribution des éléments, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont s'afficher horizontalement, verticalement, en diagonale, je déconne. Par l'ordonnancement des éléments, ça va permettre de réordonner des éléments, sans toucher au DOM bien sûr. Ça va gérer tout ce qui est alignement, dont bien évidemment l'alignement vertical, et dont bien évidemment le centrage vertical, le truc qu'on attend depuis 15 ans. C'est pas moi, hein. C'est pas moi. Et comme son nom l'indique, ça va permettre de gérer la flexibilité des éléments, donc de rendre des éléments plus ou moins fluides. Donc on va voir ces quatre fonctionnalités les unes après les autres et voir rapidement comment ça fonctionne. On va commencer par le petit point qui en général est un petit peu moins drôle, la compatibilité. Et on peut se rendre compte assez rapidement qu'aujourd'hui, statistiquement, Flexbox fonctionne partout. Vous avez 97% de chances aujourd'hui de tomber sur un visiteur qui a un navigateur qui reconnaît Flexbox. Donc à partir d'IE10, et même sur des vieux Android, hein, sur des trucs assez anciens, ça fonctionnera très bien. Il faudra penser à faire quelques petites... des préfixes, des choses comme ça, mais ça marche très bien. Autre question, est-ce que c'est une spécification qui est standard? Alors, je vous ai parlé de W3C, oui, c'est une spécification de W3C. En 2012, elle avait atteint le niveau de candidat de recommandation, donc oui, c'est un standard, c'est le niveau juste avant d'être une recommandation officielle. Le petit souci, en fait, c'est qu'elle a été rétrogradée en 2014. C'est actuellement la seule spécification qui a été rétrogradée. Et en fait, ils ont rétrogradé juste parce qu'ils avaient quelques petites modifs à faire au niveau des contenus du texte. Mais la spécification, les propriétés sont stables, elles ne vont plus changer aujourd'hui. Donc c'est complètement utilisable. Alors, comment ça marche? Prenons un élément parent, genre un div, un paragraphe, ce que vous voulez, qui tant qu'à faire est en display block, et mettons-y des enfants,
eux-mêmes en display block, par exemple. Donc, comme tous les blocs qui se respectent s'affichent bien les uns sous les autres. Là, on n'est pas du tout dans un modèle Flexbox. On est dans le modèle de boîte classique qui existe depuis la nuit des temps. On passe en modèle Flexbox en changeant tout simplement la valeur de display. Alors, il faut que je précise, une bonne partie des illustrations a été faite par ma fille. Je n'aurais pas fait aussi bien, donc je la remercie énormément. Elle avait 7 ans. Donc je change la valeur de display, je mets flex à la place sur le parent et je crée un contexte Flexbox. Automatiquement, sans rien demander, les enfants se placent les uns à côté des autres, comme s'ils étaient des inline ou des inline blocks. Et on parle maintenant d'éléments qui sont des flex items et d'éléments qui sont des flex containers. Le flex container étant le parent et les flex items étant les enfants. Alors, quelques particularités, il y a plein de propriétés qui ne s'appliqueront pas volontairement sur des flex items. Un flex item n'est plus vraiment un bloc, il n'est plus vraiment un inline block, ni un table. Float ne marchera pas sur lui non plus. De toute façon, float, c'est le mal. Il y a encore quelques petites choses qui fonctionneront, display none, position absolue. Alors, comment est-ce qu'on gère la distribution, donc le sens d'affichage en Flexbox? On a une propriété pour ça qui s'appelle flex direction. Prenons mon parent en display flex. Les enfants s'affichent les uns à côté des autres. Parce que par défaut, la valeur de flex direction vaut row comme ligne. Et c'est flex direction qui va définir l'axe principal de notre contexte Flexbox. Là, ici, l'axe principal est horizontal. Ça va être important après, puisqu'on a des propriétés qui vont centrer ou aligner les éléments dans un axe ou dans un autre. Donc, il faudra bien retenir, il y aura peut-être un quiz à la fin. Donc, flex direction pour gérer l'axe. On a une valeur alternative de flex direction qui est row reverse et qui permet d'inverser tout simplement l'affichage. Donc, row reverse, comme le nom d'un chanteur célèbre que les moins de 20 ans ne peuvent pas, j'espère, connaître. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire vite fait avec ça? Prenons un bloc avec une image et du contenu. Mon parent est en display flex, donc les enfants s'affichent les uns à côté des autres. D'autant plus que je suis en flex direction row. En changeant juste cette valeur-là, je passe en row reverse. Et sans m'amuser à faire des floats right, left, machin et des trucs bizarres, je change le sens d'affichage. Flex direction column, pour passer en axe vertical. Donc on applique toujours sur le parent. Flex direction column reverse, donc pour inverser l'ordre d'affichage. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est vachement pratique. Alors, la gestion des débordements en Flexbox est assez intéressante aussi. Donc, par défaut, quand il n'y a pas de place, ça déborde. Ça, c'est le principe de tous les éléments. La gestion des débordements se fait avec flex wrap. On l'autorise avec la valeur wrap, et donc l'élément a le droit de passer à la ligne. Et plus rigolo, on a une valeur wrap reverse. L'élément passe à la ligne, mais dans l'autre sens. Si vous trouvez un cas d'usage, ça m'intéresse. Je n'ai jamais trouvé. Mais pourquoi pas? Je pense qu'à un moment donné, ils se sont dit on va mettre plein de trucs dans les specs, comme ça il y a tout qui marchera. Et il y a bien des cas où ça servira. Alors, pour clore chacune des parties, je vous ai mis des citations de gens très célèbres qu'on peut trouver sur Wikipédia ou pas. Donc ça, c'était pour illustrer la partie sur la distribution. Voilà. Je tente des trucs de temps en temps. Des fois, ça passe. Alors, deuxième fonctionnalité, l'ordonnancement. L'ordonnancement, c'est la faculté de modifier l'ordre d'affichage des enfants.
Ça va passer par la propriété order. Pour l'instant, ça va, c'est assez intuitif. Alors, je prends mon parent, qui est en displayFlex, en direction column, et je vais pouvoir réordonner les éléments en leur donnant des valeurs de order. Par exemple, là, j'ai passé oignon tout à la fin en lui donnant une valeur de 1. Order, pour ceux qui connaissent Z-index, ça fonctionne à peu près de la même manière. Grosso modo, celui qui a le plus gros... Non, je commence mal. La valeur la plus forte de order va pousser l'élément à la fin de la pile. Donc plus votre order est gros, je ne sais pas. Donc, la valeur par défaut est 0. Plus vous avez plus que 0, plus vous êtes à la fin des autres qui ont 0. Hein? Toujours pas? On peut bien évidemment mettre des valeurs négatives, genre moins quelque chose. Les éléments qui ont moins quelque chose seront placés avant les éléments qui ont plus que moins quelque chose. C'est évident. Non, mais ça a l'air con comme ça, mais c'est super pratique. On va pouvoir ordonner des choses. Par exemple, si vous me demandez, je peux vous faire un exemple vite fait. Alors, imaginez une to-do list avec des éléments qui sont classés comme importants, des éléments qui sont classés comme déjà réalisés, des éléments qui sont classés comme to-do. Vous pourriez assez facilement, à condition de leur affecter une classe, les classer. Classer tous les importants en order -1, classer tous ceux qui sont faits en order 1. Et c'est cool. Je trouve ça cool. Donc voilà pour la partie sur l'ordonnancement. Alors, comment est-ce qu'on gère l'alignement en Flexbox? C'est là qu'il va falloir s'accrocher parce que ça dépend de l'axe principal. L'axe principal que vous avez défini avec la propriété FlexDirection, merci. Et en plus, les propriétés qui vont gérer l'alignement sont, je pense qu'ils ont dû choisir des noms au hasard parce qu'elles sont complètement pas intuitives du tout. Donc dans l'axe principal, la propriété qui va gérer l'alignement, c'est Justify Content. Soit. Alors mettons-nous en situation. J'ai un parent en displayFlex en direction column. Vous allez me dire que l'axe principal est donc vertical. Très bien. Donc ma propriété Justify Content qui va aligner dans l'axe principal va aligner verticalement. Hop, Justify Content Flex End. Tous mes éléments passent à la fin, en bas, de mon parent. C'est cool, non? Alors pourquoi Flex End et pas Bottom, tout simplement? C'est un peu con, quand même. Vous avez des idées? Bah oui, parce que l'axe principal, il n'est pas forcément horizontal. Il n'est pas forcément vertical. Et sur un axe principal horizontal, mettre du bottom, c'est un petit peu con. Donc on va plutôt parler de start, end, plutôt que de top et de bottom. Donc flex end, je pousse à la fin. Center, center quoi. Justify content center. On a du centrage vertical en CSS. Vous avez vu ça? Plus rigolo, on a Justify Content Space Between. Space Between, ça distribue les éléments de manière à ce qu'ils soient un peu justifiés, en fait. Et on a une valeur que je ne sais pas trop à quoi elle sert, hein, c'est Space Around. C'est un peu comme du Space Between, mais différent. Ensuite, sur l'axe secondaire, on a une autre propriété qui va gérer tous les alignements et qui, bien évidemment, n'a rien à voir avec le nom qu'on a vu avant. C'est Align Items. Align Items,
qui va ici gérer l'alignement horizontal. On est d'accord, puisque mon axe principal est vertical. Donc align items flex start pour pousser à gauche. Align items flex end. Align items center. Et align items stretch, qui est une valeur qui n'existe pas dans justify content. Stretch étant d'ailleurs la valeur par défaut de align items. C'est souvent pratique. Et puis on a des propriétés spécifiques si on veut cibler des éléments et leur appliquer un alignement différent des autres. Cette propriété, c'est align self. Align self permet de dire, bah, OK, tous les autres sont en stretch, mais moi, là, oignon, je suis en flex end. Et tant qu'à faire, on peut l'appliquer à plein d'éléments. Et on se retrouve à faire des trucs qui ressemblent à rien. Mais on peut le faire au moins. Voilà le truc qui termine les alignements. Il y en a, j'ai fait des efforts et d'autres un peu moins. Alors, c'est toi qui cherchais un jeu de mots sur... J'ai pas trouvé mieux non plus. Alors, ce qui est bien avec Flexbox, c'est qu'on va pouvoir se servir de margines beaucoup plus qu'avant, et notamment des margines auto, notamment pour pousser un élément ou plusieurs éléments au sein de sa rangée ou de sa hauteur. Je peux très bien appliquer un margin left auto sur Picombière aujourd'hui, juste pour le pousser de l'autre côté. Ça, actuellement, si on veut faire un truc aussi bête que ça, on est obligé de mettre Picombière en flottant, en premier dans le DOM, en flottant à droite, et les autres qui s'affichent. Ou alors on doit... enfin, quoi qu'il arrive, c'est compliqué. En Flexbox, on met margin left auto. On peut l'appliquer sur n'importe quel élément, ça va pousser tous les éléments à partir de celui-là. Ça, c'est bien, ça. Hein, enfin, moi, je trouve ça bien. Margin left auto. Et soyons fous, puisque tout fonctionne dans un sens, hein, et fonctionne également dans l'autre sens, dans l'autre axe. Hein. Mon footer, hein, si je lui mets un margin top auto, ben, il va se pousser jusqu'à ce qu'il n'ait plus de place. Et j'ai mon pied de page en bas de page. Et ouais. Alors c'est du lorem ipsum alsacien, si jamais culturellement ça vous intéresse. Hein. Je suis assez attaché à mes terres natales. Hein. Je le fais ressentir de temps en temps. Voilà. Alors, Flexbox est bidirectionnel. Donc tout ce qui doit fonctionner dans un sens doit marcher dans l'autre sens. Et ça, c'est bien, parce qu'on peut faire ça. Le fameux margin auto. Le fameux margin auto qui marche que dans un sens, qui marche que horizontalement. Parce qu'on n'a jamais compris pourquoi ça ne marchait pas verticalement, et puis que quand on nous demande, on nous dit ben ouais, mais c'est compliqué, CSS, c'est un peu de la merde. On ne sait pas pourquoi ça ne marche pas margin auto verticalement. Ben, en Flexbox, ça marche, parce que tout ce qui marche dans un sens, dans un axe, doit forcément marcher dans l'autre axe. Margin auto, vous pouvez centrer horizontalement et verticalement un élément. Ça, on a attendu 15 ans pour avoir un truc comme ça. Et que ça marche sur IE. Parce que mine de rien, IE était un des premiers navigateurs à le reconnaître comme cette spécification. Et ouais. La flexibilité. Parce que dans Flexbox, il y a Flex. La flexibilité, c'est la partie un petit peu compliquée. Mais en même temps, c'est prévu pour faire plein de choses. Donc autant gonfler la spec et mettre plein de propriétés. Alors, la flexibilité se gère avec la propriété FlexGrow, qui va permettre à un élément de s'agrandir s'il a de l'espace. Parce que là, ça va. FlexShrink, qui va autoriser l'élément à se réduire s'il n'a pas de place. Et FlexBasis, qui est globalement, normalement, la taille que devrait avoir l'élément
tant qu'il n'a pas le droit de s'agrandir ou de se réduire. Vous l'avez? C'est une sorte de width en horizontal et une sorte de height en vertical, sauf que le navigateur il s'en fout. À partir du moment où l'élément a le droit de s'agrandir, il s'agrandira quand même, et si l'élément a le droit de se rétrécir, il se rétrécira quand même. Donc c'est presque plus une valeur anecdotique. Alors concrètement, ça donne ça. Mon parent dit qu'il est en display flex et mon enfant fait 200 pixels. À partir du moment où mon enfant a un flex gros de 1, je suis en train de lui dire, OK, toi l'enfant, tu vas, à toi tout seul, te répartir l'espace qui reste. Une fraction de l'espace qui reste. Comme il est tout seul, elle est pour lui tout seul. S'ils étaient deux, ils se répartiraient équitablement l'espace qui reste. FlexShrink, c'est forcément l'inverse. J'ai un élément qui est censé être trop grand. Avec FlexShrink 1, je lui dis, l'espace qui reste était négatif, et tu te l'appropries et donc tu réduis ta largeur pour que tu puisses rentrer. Donc sur le principe, c'est pas si compliqué que ça. FlexBasis, c'est sa taille initiale, jusqu'au moment où il a le droit de s'agrandir ou de se rétrécir. Et puis on a la propriété raccourci flex. Flex qui est le raccourci des trois propriétés. Donc flex gros, capacité à s'élargir, dont la valeur par défaut est 1. Flex shrink, dont la valeur par défaut est 0 pour flex gros, et flex shrink, la valeur par défaut est 1. Et flex basis, où la valeur par défaut est auto, c'est-à-dire la largeur de son contenu minimum. Si je dis qu'un élément a la valeur flex 1, c'est comme si je lui disais tu as un flex gros de 1, un flex shrink de 1 et un flex basis de 0. Globalement, il a le droit de s'étirer, de se rétrécir, de faire ce qu'il veut. C'est bon? Alors en pratique, ça donne ça. J'ai toujours mon conteneur en displayFlex colonne. Je vais tout bêtement faire un flex 1 sur oignon pour qu'il occupe l'espace qui reste. Ça avait l'air compliqué comme ça, mais en fait, il suffit de faire ça. Ça, c'est bien. Et si j'applique plusieurs flex 1, plusieurs éléments vont se répartir équitablement l'espace restant. Et je peux m'amuser à faire des flex 2, des flex 1 pour répartir de tiers en tiers. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un exemple vite fait? Ça m'arrangerait quand même. Alors, une bête navigation en Flexbox, ce serait ça, par exemple. Je dis que tous les éléments A en flex 1, donc ils se répartissent équitablement l'espace qui reste. Et au survol d'un élément, je le passe en flex 2. Donc il se répartira 2 fois plus que les autres. Et ça donne quelque chose comme ça. Hop, voilà. Alors je ne sais plus d'où vient cette icône que j'ai récupérée. J'ai trouvé génial. Je n'arrive pas à citer la source. Si quelqu'un la connaît, je noterai la source. Donc voilà, c'est une super démo. Ah oui, en plus. Voilà, voilà. En résumé, Flexbox permet de gérer la distribution, l'ordonnancement, l'alignement, la flexibilité. La distribution avec flex direction, l'ordonnancement avec order, l'alignement qui dépendra de l'axe avec justify content sur l'axe principal, align items sur l'axe secondaire et align self pour des éléments particuliers. Et la flexibilité avec flex, qui est un raccourci de flex gros, flex shrink, flex basis. Alors, est-ce que ça permet de faire, par exemple, par le plus grand des hasards, un template en 5 minutes? Oui? Ce serait con quand même, sinon. Imaginez, je veux
alors c'est pas très compliqué, mais il y a quand même quelques contraintes. Je veux un template, un gabarit qui occupe toute la hauteur de ma page. Déjà, pour commencer, je veux que mon header soit toujours tout en haut, que mon footer soit toujours tout en bas, même quand j'ai pas beaucoup de contenu. Je veux bien évidemment que nav et content soient non seulement l'un à côté de l'autre, mais qu'ils occupent la même hauteur, chacun, quel que soit le contenu. Et bien évidemment, je veux que content, en plus, occupe l'espace qui reste en largeur. Donc un truc complètement fluide. Ça vous dit, on fait ça? Super. On aurait dit que le truc gris autour, c'est body, et que nav et content sont dans un élément qui s'appelle wrapper. Donc si je vous demande, pour commencer, en guise d'échauffement, comment est-ce que je peux faire pour avoir un gabarit qui occupe toute la hauteur de mon viewport, en fait? Vous savez faire? J'attends vraiment une réponse, en fait. Non, mais comme ça, ouais, j'ai entendu un truc. Généralement, l'idée, c'est de faire un truc genre height 100%. Le truc qui marche jamais en CSS, hein, parce que height 100%, ça dépend de la hauteur du parent qu'il ne connaît pas, et donc il faut la mettre sur le grand-parent, sur l'arrière-grand-parent, sur tout le machin. Donc en général, on commence par un HTML height 100%, puis body height 100%, puis machin height 100%. Et depuis quelques temps, on a quand même des unités qui sont relatives au viewport, qui s'appellent les unités de viewport. C'est quand même plutôt bien fichu. Et cette unité s'exprime en VH pour viewport height et VW pour viewport width. 100 VH signifie 100% de la hauteur du viewport. Et ça, c'est vachement pratique parce qu'on n'est plus obligé d'utiliser des pourcentages et de répercuter sur toute la branche. Si jamais vous voulez faire un truc comme ça, je vous invite à ne jamais mettre height, parce que height est figé. C'est-à-dire que si vous avez plus de contenu que la hauteur du viewport, ça va déborder. Donc c'est pas bien de mettre des height. En fait, normalement, il ne faudrait jamais mettre de height. Mettez au moins min height. Min height, c'est une indication qui veut dire que si j'ai plus de contenu, bah, ça pousse l'élément et ça ne déborde pas. Donc c'est toujours mieux min height. Et accessoirement, les unités de viewport fonctionnent depuis tous les navigateurs du monde à partir d'IE9, donc c'est plutôt utilisable, hein, en production même. Avec quelques petits bugs sur les vieux Android, hein, quand même. Ok, maintenant j'ai mon gabarit qui fait toute la hauteur. La suite du jeu, c'est que je veux que le footer soit toujours en bas, ce qui n'est pas le cas actuellement. Pour que le footer soit toujours en bas, vous êtes d'accord avec moi, le truc le plus simple, ce serait de dire que mon truc rose, là, mon wrapper, occupe la hauteur qui reste. Remplisse le trou. Ouais. Donc, comment on dit qu'on remplit le trou, si je puis me permettre? Flex 1. Flex 1 sur mon wrapper, on est d'accord, ça ne marchera que si wrapper est un flex item. Wrapper ne sera un flex item que si son parent est un flex container. Le parent sera un flex container que s'il a un display flex. OK. Par défaut, la direction d'affichage de Flexbox est horizontale. Donc ça ne va pas nous arranger tout de suite. Donc on va lui dire, en plus, je veux un alignement vertical. Donc tout ça cumulé, ça fait ça. Display flex sur body, pour lui dire, tu vas créer un contexte Flexbox. Flex direction column, pour lui dire, ben, les éléments enfants vont s'afficher les uns sous les autres. Pour l'instant, ça ne change rien du tout. Mais par contre, un petit flex 1 sur wrapper va permettre à wrapper d'occuper l'espace qui reste. Donc là, on est pas mal. La suite, c'est qu'on veut que nav et content soient l'un à côté de l'autre, et que tant qu'à faire, nav et content occupent toute la hauteur. Petite idée? Display flex sur wrapper. Ouais, parce qu'un display flex sur wrapper va le rendre flex container lui-même. Et ces enfants vont s'afficher, comme par hasard, les uns à côté des autres, par défaut. Et en plus, ils vont profiter de align items stretch, qui est la valeur par défaut, pour occuper la même hauteur. Donc on n'a rien à faire à part, si j'ai pas dit de conneries, à part un display flex sur wrapper. On aura ça automatiquement. Et là, le jeu est fini. Il n'y a plus qu'à dire que content doit lui-même occuper l'espace qui reste avec un flex 1 sur content. Vous avez fait un gabarit complètement fluide,
en 6 lignes de CSS. Bon, je vous ai épargné les préfixes par contre, hein, quand même. Ça, il y a encore quelques temps, c'était un peu compliqué à faire. Et soyons fous, on va le rendre en responsive. La version la plus courte pour rendre ça responsive, c'est tout bêtement de remplacer une valeur, cflex, par bloc, serve wrapper. Et on se retrouve avec un alignement en bloc. Bon, c'est une version un petit peu facile, mais ça marche. Et si on veut être joueur et s'intéresser à réordonner les éléments, ben on reste en displayFlex serve wrapper. Par contre, on lui dit de passer en direction column, et on peut réordonner ses enfants comme on veut. On peut passer la navigation après si on a envie, sans toucher au HTML, bien entendu. Ouais. Pour ceux qui se posent des questions sur le truc que la licorne a sur sa fesse, hein, c'est un soleil. J'ai vérifié. Enfin, sur Google, enfin sur Bing. Bref. Alors, je vous ai mis un lien vers CodePen au cas où, parce que je vous aurai les slides. Alors, est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'on peut faire une navigation responsive? La réponse est bien évidemment oui, sinon je n'aurais pas fait le slide. Je prends un site au hasard. C'est une vidéo en fait. Alors regardez, hop, sans les mains. Voilà, une petite navigation. Attention, je vais agrandir. Sur écran moyen, donc c'est le même HTML, il ne l'a pas changé. Et sur grand écran, on va tout afficher sur une ligne. Voilà, voilà. Alors concrètement, comment on peut faire ça? On va déjà partir d'un HTML qui est à peu près comme ça. Après, c'est vous qui voyez. Donc, moi, les navigations, en général, je les mets dans des éléments nav. Il y a une petite bidouille sur le titre Raphaël Gutter qui devient juste un RG avec un gros rond autour, mais on ne va pas trop s'attarder là-dessus. Retenez juste que c'est des A dans un élément nav. Alors sur petit écran, on ne va pas faire grand-chose. Donc Media Query, pour dire quand c'est un écran de moins de 480, on les affiche bêtement en bloc, avec du padding pour les agrandir un peu, etc. Donc rien de particulier. Par contre, là où ça devient intéressant, c'est pas ça, c'est ça. Sur grand écran, donc à partir de 1025 pixels, on va dire par exemple que nav passe en display flex. Automatiquement, ces enfants se répartissent sur la ligne. On centre cette navigation sur l'axe principal avec Justify Content, Center, et on centre les éléments sur l'axe vertical avec Align Item Center, tout bêtement. Et puis, pour passer le gros RG là en plein milieu, on va tout simplement dire que les deux premiers liens qu'on peut cibler en CSS avec ce genre de sélecteur. Si vous ne connaissez pas, c'est des sélecteurs qui existent depuis un petit bout de temps, hein, quand même, qui marchent sur tous les navigateurs du monde depuis un petit bout de temps. Donc, ends of type, moins n plus 2, ça va cibler les deux premiers. Parce que n, en fait, est tout simplement un truc qui va s'incrémenter. Il commence par n égale 0, ça chope le deuxième, puis n égale 1, ça fait 2 moins 1 le premier, puis n égale 2, ça chope le 0, il n'y en a pas. Enfin, ça chope les deux premiers. Oui, bon, oui. Et order moins 1 pour dire qu'ils doivent s'afficher avant les autres. C'est aussi bête que ça. Et sur écran réduit, on autorise le passage à la ligne avec FlexWrap. Et puis on dit que en fait, le H1 doit occuper toute la largeur. On le remet au début, order moins 1. Et puis on dit que chacun des A doit occuper 50%. C'est quand même super facile. Voilà. Alors, une question. Est-ce que Flexbox est une révolution?
J'ai forcément envie de répondre plutôt oui. Pardon, c'est une révolution parce que quand même ça remet d'aplomb des années de bidouilles CSS quand même, hein. Des floats, des clearfix, des positions absolutes, des trucs à la con, pardon, des trucs pénibles, hein, qui n'ont jamais été faits pour ça, mais qu'on devait utiliser parce que tous les navigateurs ne respectaient pas forcément les standards, et surtout parce qu'on n'avait pas mieux comme standard. Bah ça y est, on a des standards pour ça maintenant, qui marchent, qui sont simples, pas toujours très intuitifs, mais simples, et qui fonctionnent. Donc oui, c'est une révolution. Soyons fous, est-ce que c'est le futur du positionnement Flexbox, hein? Eh bien, ça dépend. On peut tout faire avec Flexbox. On pourrait potentiellement tout faire avec Flexbox, sauf que ce n'est pas prévu pour tout faire. Par exemple, on a un module, une autre spécification qui s'appelle Grid Layout, qui est prévue pour créer des templates, qui est faite pour ça, qui marche très bien, qui fait très bien le boulot, et qui sera donc du coup beaucoup plus performante, beaucoup plus rapide, beaucoup plus intuitive, et qui aura tous les avantages pour construire des grilles avec des gouttières, avec tout ce qu'on essaie de faire aujourd'hui en Bootstrap et autres frameworks. Donc il fera très bien le boulot. Globalement, Flexbox est prévu pour gérer des composants, des widgets, des éléments, et Grid Layout est prévu pour faire le design, le gabarit. Le seul petit souci, le seul petit souci de Grid Layout, c'est qu'aujourd'hui, actuellement, il fonctionne sur un seul navigateur, et accrochez-vous, c'est Internet Explorer. Et ouais. Enfin, ça marche sur Chrome en activant un flag, ça marche sur Firefox en activant un flag, ça marche sur Opera en activant un flag. Et le seul navigateur qui le reconnaît nativement aujourd'hui, c'est Internet Explorer depuis IE10. Concrètement, ça va vous permettre de faire des trucs beaucoup plus complexes que ce que pourraient faire des trucs comme Flexbox. Un truc comme ça, en grid layout, c'est facile à faire. Toujours en étant bien évidemment fluide dans tous les sens, responsive, tout ce que vous voulez. Ça, c'est facile à faire parce que, globalement, on va définir des zones, des slots, qu'on peut nommer si on a envie. Ça, c'est une façon d'écrire grid layout. Et donc, on prévoit des slots. Donc, toute la hauteur, par exemple, c'est header. Tout le bas, c'est footer. Et puis, on a des trucs comme ça. Enfin, je vous laisse regarder. Et après, on a juste à dire aux éléments, bah, toi, là, l'élément header, tu vas aller dans header. Toi, tu vas aller dans le slot nav. Toi, tu vas aller dans title. Les articles, il n'y a même pas besoin de leur donner un endroit, puisque quand ils ne savent pas, ils vont là où les slots sont libres, ce qui est encore vachement plus pratique. Et voilà. Et vous imaginez que ça, en responsive, c'est tout bidon, parce qu'il suffit de changer le template area, et vous réordonnez tout ce que vous voulez, sans toucher ni à votre HTML, ni même au positionnement des éléments. Ils se remettent dans la grille si vous changez la grille, tout simplement. Ça, c'est grid layout. Alors, pour revenir à Flexbox, est-ce qu'aujourd'hui on peut utiliser Flexbox en production? La réponse est oui. Il faut juste penser à rajouter quelques préfixes, parce qu'il y a les anciens navigateurs qui ont des fois du mal et qui ne reconnaissent pas les dernières spécifications. Donc il y a des outils très très bien, comme Autopréfixeur, qui vont vous rajouter les préfixes automatiquement, sans que vous ayez à vous en soucier. Donc les préfixes, hein, c'est les trucs -webkit, machin. Donc avec des outils comme Autopréfixeur, on peut complètement utiliser Flexbox en production. Des sites comme le Guardian, par exemple, se servent de Flexbox en production. Et plein de sites, dont certains sont connus, se servent de Flexbox en production. Alors pas forcément toujours sur la version desktop, pour des raisons de compatibilité. Par contre, pour les versions responsive, il n'y a aucun problème de compatibilité. Il n'y a pas d'IE 9 sur mobile, par exemple. Donc il y a plein de gros sites actuellement qui ont déjà mis en œuvre Flexbox. Il y a même Alza Création, pour vous dire. Est-ce qu'on a le temps pour faire des démos, du coup, moyen? Je vous fais vite des ressources.
Quelques ressources que vous devez absolument connaître si vous commencez à vous intéresser à Flexbox. La ressource historique, c'est un gars qui s'est amusé à prendre tous les trucs pénibles en CSS, genre de l'alignement vertical, un sticky footer, des inputs. Les inputs, c'est le truc le plus pénible du monde, parce que ça n'a jamais la bonne taille. Et il s'est amusé à tout reprendre et à tout faire en une ligne de CSS en général, juste avec une propriété Flexbox. Par exemple, les inputs, on leur met un flex 1 et ils occupent l'espace qui reste. C'est juste parfait. Donc c'est ce mec-là, Philippe Walton. Il y a plein de cas intéressants. Moi-même, je me suis amusé à faire j'ai commis un Tumblr qui s'appelle Jack in the Flexbox, avec plein de petits cas concrets de choses qu'on peut faire avec Flexbox. Donc c'est cool, c'est un Tumblr. Il y a un bac à sable qui s'appelle Flexiboxes, où vous pouvez tester, vous pouvez rajouter des propriétés, vous pouvez voir ce que ça fait. Un excellent article français sur le sujet, avec plein d'illustrations animées, qui s'appelle le Petit Flexbox illustré, de Vincent Valentin, qui est un Nantais, je crois. Accessoirement, c'est pas pour vous le vendre, hein, mais on a notre propre framework. On a un mini framework chez nous qu'on a appelé Knax parce que c'est cool, et qui est basé sur Flexbox. Et bien évidemment, ce serait beaucoup trop simple sinon. Il y a un site qui recense les bugs connus de navigateurs sur Flexbox, parce qu'il y en a, forcément, ce serait trop facile. Et qui s'appelle, vous cherchez Flexbugs sur Bing, et vous tomberez sur ce site. Donc Flexbox, c'est bien. Si vous n'avez pas suivi en fait, tout le truc, c'est juste pour dire que c'est bien. Et, accessoirement, je donne des formations sur Alza Création qui parlent de CSS. Et si on a 5 minutes, je vous montre, mais super vite fait, une démo. Alors, au hasard, une démo. Tiens, ça. Pardon. Alors, imaginez, prenez un, vous voyez, ouais. Prenez des A, juste des A, qui mènent vers un PDF, un doc, un XL, un PDF, un machin, un truc, un bidule. Et sans toucher au HTML, on va en faire ça. On regroupe les docs ensemble, on regroupe les XL ensemble, les PDF ensemble, tout simplement parce que derrière, on a dit que, je ne sais pas si vous connaissez le sélecteur d'attributs, vous avez certainement déjà rencontré entre crochets input type égale submit. Ben, on peut faire plus de choses avec ce sélecteur, on peut cibler les éléments qui ont un href qui se termine par .doc, hop, on les met en order 1. Les éléments dont le href se termine par XLS, on les met en order 2, et ceux qui se terminent par PDF, on les met en order 3. Et comme ça, ils sont classés, tout simplement. Qu'est-ce que je peux vous montrer de beau ? Vite fait, juste une galerie photo aussi. Une galerie photo. Alors ça, c'est mon fils, ça, c'est ma fille, ça, c'est mon chat. Une galerie photo qui a l'avantage de conserver les ratios des images, de les caler à droite et à gauche en même temps, et donc plein de trucs qui sont assez pénibles à faire en général. Donc, je ne vous montre pas tout le code, mais c'est des choses qu'on peut faire en Flexbox, la preuve. Et puis, je vais vous montrer au moins le truc des inputs. Parce que ça c'est bien. Aujourd'hui, le truc le plus pénible à faire dans la vie, c'est de faire des champs de formulaire. Tout simplement parce qu'un input a une taille par défaut qui est celle qu'il a envie d'avoir. Et c'est généralement pas celle que vous avez envie d'avoir. Et là, bien évidemment, ce que je voudrais, c'est que mon input occupe genre l'espace qui reste. Ça, c'est super pénible à faire. Parce que c'est forcément pas 100%.
Donc en général, on va mettre 92,17% en priant. Et sinon, on a Flexbox qui va dire tout simplement, ici présent, je ne sais pas si tout le monde voit, je dis que les inputs qui ne sont pas le type égale submit, parce que lui, je ne le veux pas dans mon truc, ben, ils sont flexibles, donc ils ont le droit de s'agrandir, et en plus, ils le font. Ça, c'est devenu super bidon, alors qu'avant, c'était super pénible. Bon, enfin, voilà, quoi. Si, allez, encore. Faire des trucs, des tableaux avec ce qu'on appelle on voit, ouais, des points de conduite. Les petits points, là. Qui doivent s'afficher alors qu'on ne connaît bien évidemment pas la taille des éléments à droite et à gauche. Et bien ça, c'est du Flexbox. C'est du Flexbox où globalement, je dis que je vais générer un élément en CSS avec 2 points before ou 2 points after. Cet élément en CSS là, je lui donne une flex 1 pour que lui occupe l'espace qui reste. Et c'est très exactement ça. Donc un before sur le TD, avec un contenu vide parce qu'en fait je m'en fous. Un flex 1, je l'aligne au centre, je lui mets une petite bordure de cette couleur-là. Et voilà, ça fait le boulot, c'est responsive, enfin c'est fluide. Voilà. Il y a plein de cas de composants où Flexbox est vraiment conçu pour vous sauver la vie. Et puis voilà. Du coup, je crois que je vais même fermer mon keynote. Du coup, voilà, je crois que j'ai fini.